Bonjour les amis, bonjour les Rafiki, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans Ushauri. Aujourd'hui, c'est le premier mercredi du mois de juillet. Nous rendons grâce à notre Dieu. Ce mois de juillet, c'est le mois de la grâce. Ma prière pour chacun de nous, c'est que la grâce de Dieu coule sur chaque vie. Nous rendons grâce à Dieu. Aujourd'hui, c'est un jour spécial, un jour de témoignage conseil. Alors, nous avons pour un jour spécial un invité spécial, Monsieur Paty Ilunga. Bienvenue Paty Ilunga. Merci beaucoup Maman Jenny. Comment Merci. ça va? Ça va très bien. En tout cas, nous sommes honorés de te recevoir sur ce plateau de Ushauri. C'est vraiment une joie pour nous. Alors, peux-tu te présenter à nos amis, à nos Rafiki de Ushauri? Avant déjà toute chose, je remercie pour l'invitation à Ushauri. Et je voudrais d'abord dire Jambo, parce que Ushauri c'est vraiment la langue qu'il faut pour dire Jambo. C'est vraiment de vous saluer tous pour votre présence, pour votre écoute, toujours fidèle. Vraiment une joie d'être dans Ushauri et merci pour le travail, pour l'invitation. Donc moi c'est le frère Paty Ilunga. Donc comment je peux me présenter? D'abord je suis père, ça c'est je crois père et mari d'une seule femme, père de 3 enfants, aussi entrepreneur donc dans le domaine informatique, consultant en informatique avec plus d'une dizaine d'années d'expérience et surtout ce qui me caractérise le plus c'est que moi j'aime Dieu. Amen. C'est la chose la plus importante. Amen, amen, amen. L'amour de Dieu, ça c'est très important. Quand on aime Dieu, on est le plus heureux du monde. Ah oui, ah oui. Alors aujourd'hui, nous avons comme titre de ce Ushauri spécial, l'entrepreneuriat. Voilà, l'entrepreneuriat. Comment définis-tu l'entrepreneuriat? Donc, on peut définir l'entrepreneuriat de différentes façons. Déjà, de manière générale ou classique, l'entrepreneuriat, c'est le processus de créer, de gérer et de développer une activité, une entreprise, une activité commerciale. Ça, c'est vraiment la définition globale et je crois que tout le monde peut se retrouver là-dedans. Ça veut dire qu'on pourra aller en détail, mais ça, c'est le schéma classique. Et puis, pour nous, enfants de Dieu, je crois que ce qui nous habite, c'est même de comprendre que l'entrepreneuriat, c'est la responsabilité que Dieu a donnée à l'homme. Dans Genèse, tout au début, au chapitre 2, Dieu place l'homme dans le jardin et il lui dit « Tu dois le garder et le cultiver ». L'homme n'avait pas d'employeur. C'était le seul qui était là et il devait lui-même prendre la responsabilité de garder, de développer le jardin. Ça veut dire que dans la pensée de Dieu, l'homme lui-même doit gérer son environnement. C'est la responsabilité de nous tous en réalité. Donc voilà, on peut définir l'entrepreneuriat de ces deux façons-là et à chacun de choisir celui qu'il veut, mais les deux marchent. Les deux marchent, voilà. Donc nous avons comme sujet pour approfondir, comme passage plutôt pour approfondir ce sujet, c'est dans 2 Rois chapitre 4 du premier verset au verset 7. Une femme d'entre les femmes des fils des prophètes cria à Élisée en disant « Ton serviteur mon mari est mort et tu sais que ton serviteur craignait l'Éternel. Or le créancier est venu pour prendre mes 2 enfants et en faire des esclaves. » Élisée lui dit « Que puis-je faire pour toi? Dis-moi, qu'as-tu à la maison ?» Elle répondit « Ta servante n'a rien du tout à la maison qu'un vase d'huile. » Et il dit « Va demander au dehors des vases chez tous tes voisins, des vases vides, et n'en demande pas un petit nombre. Quand tu seras rentré, tu fermeras la porte sur toi et sur tes enfants, tu verseras dans tous ces vases et tu mettras de côté ceux qui seront pleins. » Alors elle le quitta. Elle ferma la porte sur elle et sur ses enfants. Il lui présentait des vases et elle versait. Lorsque les vases furent pleins, elle dit à son fils, « Présente-moi encore un vase. » Mais il lui répondit, « Il n'y a plus de vase. » Et l'huile s'arrêta. Elle alla le rapporter à l'homme de Dieu et il dit, « Va vendre l'huile et paye ta dette et tu vivras, toi et tes fils, de ce qui restera. » On voit que ce passage, c'est vraiment un passage très parlant sur notre sujet, l'entrepreneuriat.
Alors, comme tu l'as dit, l'entrepreneuriat, c'est vraiment la gestion, ça inclut beaucoup de facteurs. Quels sont les facteurs de l'entrepreneuriat? Donc, il y a différents facteurs, mais si on revient déjà à la définition, je crois les trois mots-clés, la définition générale, c'est créer, gérer et développer. Quand on voit ces trois éléments, il y a des facteurs qui influencent les trois. Et on regarde la madame ici, c'est la création déjà. Au niveau de la création de l'activité, ça c'est la première chose qui doit nous venir à l'esprit. Un entrepreneur, c'est quelqu'un qui crée quelque chose, qui apporte un service, un produit. Tout commence par là. Et parmi les différents facteurs qui permettent de créer, c'est le besoin. Dès qu'il y a un besoin, alors on sait qu'on va y répondre. Je pense que tout entrepreneur, c'est celui qui apporte des solutions. Et ça joue même dans la définition de l'entrepreneuriat. Ça veut dire que si je vois un problème, moi j'apporte une solution. Et si j'arrive à convertir ça en argent, eh ben, je suis potentiellement candidat pour lancer une activité commerciale ou une entreprise. Je pense que c'est ça. Dans d'autres domaines, on appelle ça l'opportunité ou le marché. Il faut qu'il y ait un marché d'abord. Ouais. Donc si personne ne désire le service ou le produit que j'ai, ben, je n'irai nulle part. Je pense que ça, c'est le premier élément crucial, c'est au niveau de la création. Qu'est-ce que je vais apporter de spécial, d'innovant? Quel est le besoin auquel je réponds? Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, je ne sais pas si déjà là, tu as déjà une question ou... Oui, tu as parlé de la création, mais avant de créer, est-ce que la personne doit être visionnaire? En fait, l'entrepreneuriat, c'est être visionnaire d'abord ou il faut créer directement? Ça, c'est vraiment le mot-clé, j'apprécie beaucoup, la vision. Effectivement, les deux existent. La vision ou bien déjà l'activité commence, mais la vision vient après. Je m'explique. Il y a des gens, ils font juste des beignets. Il n'a jamais pensé que ça pouvait être une activité. Il est en train de faire juste des beignets. Et un jour, on lui fait comprendre que mais non, la façon dont tu fais les beignets, il y a moyen de gagner vraiment avec ça parce qu'il y a un besoin. Les gens aiment le produit que tu fais, la façon dont tu sers les beignets. Et la personne, alors là, il y a une vision qui arrive et elle déclenche le processus de création. D'autres personnes, c'est vraiment l'idée d'abord qui vient. Ils ont une idée et ils se disent, mais tiens, ça, je pourrais développer quelque chose et lancer une activité là-dessus. Là, c'est l'idée qui va propulser. Donc, on peut commencer des deux côtés. Et l'entrepreneuriat, comme on dit, c'est pas toujours une science, un chemin unique. Les uns commencent par l'idée, d'autres commencent par l'activité. Par l'activité, ok, voilà. Donc, merci beaucoup. Et donc, le deuxième facteur? Le deuxième facteur, et je pense que il est même lié à l'entrepreneur lui-même, au-delà de l'idée, au-delà de la pensée, il y a quand même la compétence. Ça, c'est quand même important. La compétence, c'est ce que nous mettons au service des autres. Qu'est-ce que j'amène de spécial? Et ça, c'est lié à l'entrepreneur lui-même. À la différence d'une entreprise qui est déjà très développée, qui a un produit ou un service, un entrepreneur qui commence, au début, c'est l'expertise personnelle qui fait la différence. Qu'est-ce que j'apporte de spécial déjà en moi? Donc la femme que nous venons de lire l'histoire, elle a négligé qu'elle avait de l'huile à la maison. Vraiment. L'homme de Dieu lui pose la question, mais qu'est-ce que tu as? Il dit, mais je n'ai rien, mais quand même j'ai un peu d'huile. Elle a quand même reconnu que j'ai un peu d'huile. Ah, avec ça, on commence à travailler. Ça veut dire que nous avons tous des fioles d'huile que parfois nous négligeons. On a tous quelque chose. On a tous une capacité, un talent, une expertise qu'il ne faut pas négliger. Parfois, on ne voit pas nécessairement la valeur monétaire là-dedans, mais c'est vraiment l'expertise. Ça, c'est le deuxième élément ou facteur pour développer sans te couper, il y a des moments où on ne se rend pas compte qu'on a un talent, mais les autres voient. Parce que Élisée lui avait dit, qu'est-ce que tu as? Donc, il fallait que l'autre découvre. Donc, c'est important d'écouter aussi les autres. Hein. Tu peux ne pas savoir que tu as quelque chose, un talent, un don, mais ton prochain peut te dire, en tout cas, je te vois bien dans ça, dans tel domaine. Effectivement, les autres sont comme un miroir, pour ne pas dire le futur marché ou le potentiel marché. Ça veut dire le regard des autres ou le message des autres peut nous aider déjà à savoir, ah, je peux me diriger de tel côté. Qu'on soit dans sa famille, ce qu'on nous a toujours dit dans la famille, on se dit, mais non, quand telle personne fait telle activité, on sent que quand elle organise, elle, vraiment, c'est toujours bien fait.
Ouais. Il y a vraiment des capacités d'organisation exceptionnelles. Ce type de message, il ne faut pas le prendre à la légère. Ça veut dire que les gens reconnaissent déjà un talent qui est inné. Ça, c'est quand même capital. Donc, le discours des autres est très bien. Juste après, celui qui va quasi de pair, c'est le talent quand même acquis. Ça veut dire qu'on peut avoir un talent inné, mais après, on peut se former, se développer, aller approfondir ce qu'on a comme connaissance. Je pense que, par exemple, dans le domaine de la cuisine, beaucoup de gens savent cuisiner, savent faire 2-3 sauces, quelques plats. Mais quand on veut gérer un restaurant, c'est un autre monde. Il faut se former, savoir les règles d'hygiène, la structure, le service sur table et ainsi de suite. Les plats chauds, les plats froids, la chaîne du froid, tout ça, il faut des formations. Ça vient encore renforcer la capacité d'entreprise, ou en tout cas la capacité de l'entrepreneur à aller plus loin. Et puis, l'élément qui m'est cher, d'ailleurs c'est un du titre de mon premier livre, c'est le travail. Tout entrepreneur est un travailleur. Ah oui, ça doit être un bosseur. Pas un dormeur, mais un bosseur. Tout entrepreneur, je le répète, tout entrepreneur est un bosseur. Si on ne travaille pas, même si on a des talents, il y a des gens qui sont très talentueux, mais si vous ne travaillez pas, vous ne vous levez pas, vous ne bougez pas, il n'y a rien qui va se passer. Alors là, vraiment, je dis à toute personne qui veut entreprendre, alors il faut oublier de se réveiller à 10 h du matin et de se coucher à je ne sais pas à quelle heure. Non. non. Ça devient une vie, un style de vie où on travaille sans regarder le temps. On n'est plus là en train de dire, bon, les bureaux c'est de 9 h à 16 h. Non, on n'est plus dans ce cadre-là. Un entrepreneur, surtout au début, lorsqu'on lance son entreprise, il faut beaucoup travailler. Ça, ce sont des éléments importants à considérer. Et puis travailler pas n'importe comment, travailler dans le but d'atteindre l'excellence. Dans le but d'atteindre l'excellence, on peut regarder l'histoire de la madame ici. C'est vrai que dans nos églises, lorsque nous prêchons, nous nous focalisons trop sur le miracle de la multiplication de l'huile. Mais on oublie qu'il y a tout le reste qui était à côté. La gestion des relations, la gestion des stocks, la commercialisation, le travail en équipe et tout ça. Elle est allée demander des vases. C'est la même chose qu'on va demander un crédit. Il faut convaincre de son projet. Pour que les gens vous prêtent des bouteilles, il faut les convaincre. Ça veut dire qu'il faut avoir la capacité d'avoir un pitch sur son produit, son discours. Ça, ce sont des capacités que nous devons avoir. C'est vrai, le miracle est là, mais attention. Quand on est entrepreneur, il y a tout le reste qu'il ne faut pas négliger en se disant non, je dois travailler, je dois atteindre l'excellence, je dois me développer complètement. Cette madame ici, en tout cas, moi je regrette son mari n'a pas vu le développement de cette femme. Il ne savait pas qui était vraiment sa femme. C'est ce prophète. Oui, parce que ce n'est pas évident de se lever, d'aller demander des vases. Déjà, il faut qu'elle soit quelqu'un de sociable. Parce que si elle n'était pas sociable, je crois que beaucoup de ses voisins ne lui auraient pas donné des vases. En tout cas, je sais que cette femme-là, elle n'était pas de certaines tribus que je connais, qui allaient créer des disputes un peu partout. Non, c'est quelqu'un qui est allé avec des bonnes relations. Les gens lui ont fait confiance, lui ont confié des vases. C'est comme un prêt. Oui. Les gens vous font un prêt parce qu'ils vous font confiance. Vous inspirez la confiance parce que vous êtes habité d'une vision, d'un projet. Oui, mais si on a déjà des relations abîmées, ça marche. C'est ça. C'est pourquoi il faut être bien avec tout le monde. De toute façon, c'est peut-être ton futur client. Tu es obligé d'être gentil avec tout le monde. Oui, on ne sait jamais. On ne sait jamais. On ne sait jamais. On ne sait jamais. Et tu as parlé de quelque chose d'important, travail d'équipe. Elle a fait un travail d'équipe avec ses enfants. Un travail d'équipe avec ses enfants, d'organisation. Ça veut dire qu'il devait y avoir un système. Quelqu'un prend les vases vides, elle remplit, l'autre va mettre les vases remplis de l'autre côté. Il faut gérer, il faut que la cuisine d'abord soit remplie, et puis la chambre, et puis le salon. Donc ça veut dire toute une organisation, un travail d'équipe. On ne réussit pas seul. Surtout, comme j'ai dit au début, l'entrepreneuriat, c'est vrai que c'est créer, gérer, mais c'est développer. À un moment donné, quand l'activité augmente, on est obligé d'inclure d'autres personnalités. Quand vous commencez l'entreprise, supposons que vous faites de l'esthétique, des soins esthétiques, peut-être vous pouvez faire tout cela. À un moment donné, quand l'argent commence à entrer, il faut un comptable. Ah oui. Vous devez avoir un comptable. Vous devez avoir un fiscaliste qui va vous accompagner. Vous devez avoir d'autres personnes autour de vous pour accompagner votre activité. Ce qui veut dire qu'on
travaille toujours en équipe. En équipe, oui. D'ailleurs, ça me rappelle ce que la Bible nous dit dans Genèse. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Non, on le lit simplement pour les mariages. Mais non, ce n'est pas que pour les mariages. C'est pour tout. Il n'est pas bon que l'homme soit seul, même dans son activité. Il faut qu'il y ait des gens autour pour que nous puissions nous entraider. Très important, très important. Et donc, cette femme, elle était vraiment travailleuse, elle était vraiment... elle travaillait vraiment avec son équipe. Et c'était vraiment une femme qui a bravé tout, hein, qui a tout bravé. Et tu as parlé aussi de marketing, donc elle a sûrement su, pour arriver à tout vendre, je ne sais pas quelle technique, quelle stratégie elle a eu à faire, mais elle en avait. Ah oui. Elle en avait. Donc elle n'est pas... C'était le commerce d'huile, elle vendait de l'huile. C'est un produit qui est sur le marché déjà. Ce n'est pas elle qui a inventé l'huile. Mais elle arrive sur un marché probablement saturé, mais elle vient avec son produit et elle vend tout. Et ça aussi, c'est un miracle. Mais un miracle dans le travail. Ça veut dire qu'elle devait convaincre, faire des promotions, 2+1, réduction, avoir des clients fidèles, trouver des restaurants qui vont acheter en stock et ainsi de suite. Ça veut dire qu'il y a tout ce travail commercial qui devait être fait. Tout ça, ça fait partie de l'entrepreneur. C'est-à-dire, on peut avoir un produit, on peut avoir un service, et si on n'arrive pas à le vendre. Et ça me fait souvent très mal au cœur quand je vois nos frères ou nos sœurs qui ont des qualités, surtout ceux qui font des soins esthétiques à domicile et autres. Je dis, mais où est ta carte de visite? Ah non, je n'ai pas de carte de visite. Tu n'as pas même un Instagram, une page où on voit un peu ce que tu fais. Maintenant, avec la technologie, mais même pas une page pour montrer avant, après. Mais faire des choses comme ça, ça permet de vendre son activité. Oui. Ah oui, je fais des gâteaux. Montre-moi les photos. T'as pas d'Instagram, pas de TikTok où on voit des gâteaux que tu fais, où on voit les gens goûter ton gâteau. Mais tout ça, ça fait partie de l'entrepreneur, d'avoir cette fibre commerciale. Il faut vraiment avoir cette fibre commerciale. Est-ce que tout le monde est appelé à être entrepreneur? Bon, même si les débats ne sont pas toujours clairs là-dessus, de mon point de vue, oui, mais ça dépend à quel moment de sa vie. Il y a des moments où on n'est pas nécessairement appelé à entreprendre, mais plutôt à travailler auprès de quelqu'un. Ça peut être soit pour apprendre soi-même un métier, avoir une compétence, avoir des idées, faire mûrir son idée. À un moment donné de sa vie, c'est normal qu'on soit chez quelqu'un et qu'on dépende d'elle. Mais en tout un chacun de nous, il y a cette fibre d'entrepreneur qui est là. Néanmoins, on peut l'être à des degrés différents. Il y a ceux qui sont des entrepreneurs à temps plein. Ça veut dire qu'il a lancé son entreprise et il vit de ça. Il y en a d'autres, il peut avoir son employeur, il travaille à l'administration, mais à côté, il a son activité de coiffure, par exemple. Oui. Tous les week-ends, il va coiffer, il va maquiller. Voilà. On connaît, par exemple, des sœurs, je connais, qui sont des très bonnes maquilleuses. Elles vont maquiller dans les mariages, dans les fêtes, dans les anniversaires. Mais ce n'est pas leur activité principale. Mais elles en font quand même une activité, même si ce n'est pas celle qui génère le plus de revenus. Donc on peut tous entreprendre, mais à des degrés différents et à des moments différents. À des moments différents. Mais il y a un constat, on a constaté que souvent, il y a des personnes qui n'arrivent pas, qui commencent, mais qui n'arrivent pas à progresser, à évoluer. Surtout dans le milieu africain, en fait. Des fois, on crée une entreprise de coiffure ou une boulangerie, une pâtisserie, une épicerie, mais on n'arrive pas à progresser. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas? Alors qu'on a peut-être bien commencé, mais à un moment donné, on se sent limité, bloqué, puis on arrête, on fait faillite et puis on arrête. Effectivement. Et ça, c'est malheureusement le cas de plusieurs personnes, pas simplement dans notre communauté. C'est vrai que dans notre communauté, c'est quand même plus important. C'est dans la définition, vous vous rappelez, créer, gérer et développer. Nous pêchons généralement au niveau de la gestion. C'est-à-dire qu'on peut avoir un bon produit ou un bon service, avoir une clientèle, un marché potentiel, mais on ne sait pas gérer. Ou on n'est pas discipliné dans la gestion. La gestion, ça s'apprend, soit à l'école ou bien dans la vie, ou en ayant des mentors ou des coachs pour savoir gérer. D'abord, gérer les finances, gérer le personnel, gérer le produit, gérer son marché. Ça s'apprend.
Oui. Il y a des gens, malheureusement, bon, l'argent commence à rentrer, on ne sait plus faire la différence entre le capital et le bénéfice. On mange tout, on bouffe tout. C'est des disciplines qui s'apprennent et il y a des formations, il y a des coachs qui vont vous donner des conseils. Je donne 2-3 conseils simples. Par exemple, avoir un compte bancaire séparé, tout simplement. Son activité d'indépendant ou d'entrepreneur doit avoir un compte séparé. Vous ne pouvez pas avoir le même compte que le compte privé. C'est pas possible. C'est plus clair, quoi. Vous devez déjà imaginer, même si vous n'avez pas les statuts officiels, vous devez imaginer déjà votre entreprise comme une personnalité à part, qui a son propre compte, qui a son nom, qui a son image de marque. Donc, rien qu'avoir un compte séparé, déjà au niveau financier, vous avez déjà les idées claires. Vous savez que non, ça c'est pas mon argent. Je ne vais pas commencer à aller là-bas pour dire non, je vais m'acheter un coca. Non, non, ça n'a rien à voir. Ça c'est l'entreprise, ça c'est mon argent. La deuxième chose dans la gestion, hormis la gestion financière, là où nous pêchons beaucoup, c'est connaître son marché ou son produit. De savoir négocier avec les fournisseurs, négocier les produits. Aujourd'hui, qu'on le veuille ou pas, peut-être beaucoup de gens ne le savent pas, mais on gagne à l'achat et non pas à la vente. Pour ceux qui sont dans le domaine où il faut vendre des produits, c'est lorsque vous négociez vos produits d'achat que vous allez commencer à gagner. Si vous achetez à un prix bas, alors ça commence déjà bien. Pour ceux qui sont dans le service, c'est encore plus facile. Ça veut dire que c'est à vous de regarder simplement le prix du marché. Donc tout ça, la gestion, c'est quelque chose de capital où il faut faire très attention. Et ne pas avoir honte d'aller se former, d'avoir un coach ou quelqu'un qui vous accompagne dans le domaine. Oui, très important. Donc voilà, très 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 important. Alors comment connaître ses talents? Il y a différentes façons de connaître ses talents. Pour ceux qui ont de la chance, Dieu te visite la nuit et il te dit, voici ton talent. Bon. Parce que ça, c'est le problème de beaucoup. Ils se disent, voilà, je ne sais pas, qu'est-ce que je dois faire, dans quoi est-ce que je dois entreprendre? Et voilà, je ne connais même pas les talents que j'ai. Alors, comment connaître ces talents? Ça, c'est... Hormis ceux qui ont le cas exceptionnel, le petit 1% auquel Dieu révèle directement, le reste d'entre nous, il y a la sagesse qui nous permet de découvrir nos talents. Première façon, la plus simple, on l'a dit tantôt, c'est écouter notre entourage. Oui. Qu'est-ce que notre entourage nous renvoie comme message? Qu'est-ce qu'ils nous disent quand ils nous voient faire quelque chose? Est-ce qu'ils apprécient? Est-ce qu'ils voient en nous quelque chose d'exceptionnel? Tout ce qu'ils nous disent, c'est exceptionnel. Alors là, on peut se dire, il y a peut-être quelque chose. Ne pas négliger même la petite chose. La madame ici, la bouteille d'huile, elle a dit non, j'ai quand même quelque chose. J'ai une bouteille d'huile. Avec ça, on va travailler. Ça veut dire ne négligez rien. Quels que soient les talents qu'on vous dit, non, toi vraiment, quand tu fais tel poisson, en tout cas quand tu cuis ça à la braise, c'est très bon. Ne négligez rien. Prenez ça en considération. Deuxième chose, c'est gérer les frustrations. Voir qu'est-ce qui vous frustre. Tout ce qui vous frustre, vous, sachez que ça frustre aussi les autres. Ouais. Si vous arrivez à trouver une solution à cette frustration-là, potentiellement, vous avez un marché. Je ne sais pas pour vous, mais il y a des petits problèmes de la vie qui nous frustrent. Moi, je regarde mes enfants, je ne sais pas pour vous, quand ils sont en bas âge, jamais vous trouvez les deux chaussettes les mêmes. Ça disparaît toujours. Mais celui qui va nous inventer un système de rangement où on retrouve toujours les deux paires de chaussettes, mais moi, je vais payer. Moi, je vais lui donner de l'argent. Je vais dire non, donne-moi ton outil qui me permet que le matin, quand je vois les chaussettes des enfants, c'est toujours un pied qui disparaît. Quand on vient de les laver, il y a toujours un pied qui disparaît. Comment ça se fait? Celui qui nous trouve une solution à ça, à cette frustration-là, il a un marché. Nous tous, nous allons payer. Des fois, c'est des choses banales. Des choses banales. Parfois, celui qui a inventé les coupes pommes de terre là pour faire les frites, il a juste vu, on doit faire les frites rapidement. Il a inventé et il a fait couper les frites plus rapidement. Ça veut dire que les frustrations que nous avons dans nos vies, si nous arrivons à les résoudre potentiellement, ça peut devenir un marché pour les autres. Je prends un autre exemple. Il y a des gens qui sont très vite frustrés, par exemple, quand ils voient quelqu'un qui n'est pas bien habillé, les couleurs ne sont pas bien. Mais c'est une opportunité. Si vous arrivez à aligner, vous pouvez conseiller les gens en termes de présentation, d'habillement, de relooking carrément. De dire non, je vais te conseiller. Je vais être ton conseiller en relooking, en image.
Et on voit ça de plus en plus maintenant. Ah oui, parce que nous autres, par exemple, je peux mettre du bleu, du vert et du jaune dans le même style et je ne verrai pas la différence. Mais si quelqu'un est là derrière pour me dire non, faute de goût, attention, faute de goût, ça ne se fait pas, on change. Ah, la mode a déjà changé, il faut suivre. Voilà, si vous avez cette fibre-là, que ça vous frustre de voir quelqu'un qui a des mauvaises couleurs, sachez que potentiellement, c'est déjà quelque chose que vous pouvez considérer. Troisième élément, il y en a beaucoup, mais je vais vous en donner 3 ou 4. Troisième élément, c'est la passion. Quand vous êtes passionné de quelque chose, c'est peut-être un signe que derrière, il y a peut-être quelque chose. Parce que ce que vous allez remarquer, à la différence des autres travailleurs, un entrepreneur, c'est quelqu'un qui est tellement passionné de ce qu'il fait qu'il ne compte pas les heures, il ne compte pas les efforts. Et même lorsque l'épreuve vient, tellement que la passion est là, on avance. Et c'est quand même étonnant qu'on voit par exemple les joueurs de football. Il aime jouer au foot, mais nous on le paye pour qu'il joue au foot. Je suis sûr que tous les footballeurs rigolent et se disent, moi je m'amuse, mais on me paye pour ça. Bon, il ne faut pas minimiser comme les joueurs de foot. Ils font beaucoup d'entraînement physique, beaucoup de préparation, mais néanmoins c'est une passion qui les habite. Quand on fait quelque chose où on est passionné, c'est vraiment un signe que non. On est au bon endroit, au bon moment. Ça, c'est vraiment très important. Et enfin, dernier élément, c'est le marché. On ne fait pas juste de la charité, mais pour résoudre un problème qu'on peut convertir en monnaie. C'est ça aussi l'entrepreneuriat. Il ne suffit pas juste de résoudre des problèmes des gens, il faut qu'il y ait la capacité ou le potentiel de convertir ça en argent. C'est ça le business ou le travail ou l'entreprise. Une fois qu'on va faire ça et qu'on peut monnayer ça, là, c'est quand même des signes qu'on se dit, bon, là, je suis sur quelque chose que je peux mettre ou me lancer dedans. Voilà, j'essaie de donner en vrac les quelques éléments pour découvrir un peu son talent. Que peut-on dire de l'entrepreneuriat et du chrétien? Maintenant, il y a beaucoup de choses à dire là-dessus. Je vais d'abord commencer par les choses à éviter. Les choses à éviter. Souvent, nous les chrétiens, nous commettons l'erreur, surtout nous les pentecôtistes. Je pense que parmi les chrétiens, les pentecôtistes, nous sommes vraiment une espèce un peu spéciale, où on va passer 40 jours de jeûne et prière et on croit que ça suffit. Non. On ne fait pas que dans la prière. La prière est importante, mais tout ce qu'on a dit avant doit suivre. Il faut le travail. Il faut se développer. Il faut réfléchir. Il faut se mettre en activité. Si on reste simplement en disant j'attends que Dieu me révèle, qu'est-ce que je... Oh là là. C'est ça. Ça ne marche pas comme ça. Je prie jusqu'à ce que Dieu me révèle ce que je dois faire. Non. Et puis les années passent. Non. Vous verrez que la plupart des gens que Dieu a appelés, ils étaient déjà en train de faire quelque chose. Lorsque Dieu trouve Moïse, il était en train de paître les brebis de son beau-père, Jéthro. Lorsque David, on va le chercher, il était au champ en train de veiller sur les brebis. Les grands frères, les Yaya, étaient au salon, en train de regarder la télé. Mais lui, il était dans les champs. Gédéon était en train de moissonner, de battre du froment pour sa famille. Alors que c'est lui le plus petit. C'est des gens qui étaient toujours en train de faire quelque chose. Dieu les a trouvés là-bas. Donc la première chose pour nous les chrétiens, pentecôtistes surtout, prier c'est bien, mais il faut travailler. Il faut commencer à faire quelque chose. N'attendons pas d'avoir la révélation parfaite, que Dieu t'éclaire de A à Z. Même de A à Z, Dieu ne va pas toujours t'éclairer. Quand il voit Joseph, il lui dit simplement que bon, tu vas gouverner. Il ne lui a pas dit par quel chemin. Le parcours, Il ne lui a pas dit le parcours. Mais il faut simplement commencer. Ça, c'est vraiment l'avertissement que je nous donne, nous, d'abord les chrétiens, à éviter, c'est de se bloquer au niveau de la prière. Ensuite, c'est considérer ça au sérieux, comme une vocation. De se dire que de la même manière qu'un pasteur se consacre à son œuvre, à son ministère, de la même manière l'entrepreneur doit se consacrer à son entreprise. Il doit se mettre totalement au service de son entreprise. De la même manière, on investit parfois dans le ministère,
C'est comme ça qu'on doit investir dans l'entreprise. Oui. C'est crucial et capital. Il faut le voir comme une vocation, en se disant, c'est ma mission sur la terre. Oui. Il faut avoir cette pensée, cette idéologie en disant, c'est peut-être le sens de ma vie que de faire cette activité, que d'apporter telle solution, que d'être la réponse aux besoins de quelqu'un. C'est être habité par ça. Et je pense que c'est là où nous pouvons faire la différence avec les entrepreneurs du monde. Beaucoup peut-être entreprennent pour de mauvaises raisons, pour l'argent, pour la gloire. Nous, nous devons entreprendre en nous disant que c'est une mission de Dieu. Oui. C'est une vocation. C'est ça qui va nous distinguer. Et troisièmement, c'est la responsabilité. Nous devons être responsables. Oui. On ne peut pas entreprendre comme tout le monde. Avec le seul curseur, c'est le bénéfice personnel. Oui, le bénéfice, mais de mes employés. Il faut bien payer les gens avec qui je travaille. Il ne faut pas comment on dit, les escroquer. Il faut bien les rémunérer à leur juste valeur, les mettre en valeur lorsqu'ils font un bon travail, donner les primes qu'il faut. Quand l'argent rentre, il ne faut pas tout garder pour soi, mais aussi distribuer de manière équitable. Maintenant, nous sommes aussi arrivés à l'ère de l'écologie. Donc, la responsabilité, ça signifie aussi avoir une vision écologique des choses. Ah oui. Ça veut dire que je ne vais pas juste prendre l'eau de mes maniocs que j'ai bouillis, je jette ça n'importe comment. Non, je dois quand même veiller où est-ce que je dois les mettre et ainsi de suite. Donc, ça veut dire que avoir tout un processus écologique quand même de ce qu'on fait. Donc, nous, les chrétiens, on a une responsabilité que j'estime encore plus importante. Oui. Parce que Dieu nous a demandé de veiller sur la terre, de oui. garder. De garder la terre, très, très, très important. En tout cas, c'est très important. Alors, que peux-tu dire à quelqu'un qui est en train d'hésiter, au fait, qui se dit, voilà, j'ai peut-être déjà une vision, mais je ne sais pas, est-ce que je le fais ici ou je le fais ailleurs, dans un autre pays, je le fais avec qui? Est-ce que je prends les membres de ma famille ou pas? Il y a tellement de questions comme ça dans la tête. Que peux-tu conseiller à cette personne? Premier conseil, c'est de commencer déjà. C'est aussi simple que ça. Ça veut dire que commencer, mais commencer petit. Pour ne pas prendre des risques démesurés, non calculés. Surtout si c'est quelque chose qu'on ne maîtrise pas très bien. Il faut commencer petit. En se disant, bon, peut-être j'ai un capital de 20 000 euros, mais je ne vais pas mettre tous les 20 000 euros pour démarrer. Je vais mettre 2 000. Je vais commencer petit, voir déjà comment ça fonctionne. Rien qu'avec le petit capital, ceux qui tournent, je verrai déjà qui sont mes bons partenaires. Oui. Et ça, c'est une expérience personnelle que je me dis, il faut s'autoriser l'erreur. Il ne faut pas avoir peur de l'erreur. Quand on est entrepreneur, on s'autorise de se tromper. Donc, avec 2 000 euros, je préfère me tromper avec 2 000 euros que 20 000 ou 200 000. Vous me commencer petit. Si je me trompe, je vais ah non, lui, ce n'est pas le bon partenaire avec lequel je vais travailler. Puisque sur 2 000 euros, il n'a pas été fidèle. Donc, quand je serai à 20 000, je sais que lui, non. De la même manière, géographiquement parlant. Personnellement, je n'ai jamais entrepris très loin. C'est un risque encore plus important. Pour moi, il faut créer là où on se trouve. Si vous voulez aller en Afrique, allez-y. Mais d'abord, tâtez le terrain. Avec le même principe, petit capital, on essaye. Vous voulez lancer une ferme, pas 10 hectares. Commencez pas avec 10 hectares. 1 hectare, un peu de maïs. On teste, on voit. On tâte le terrain, on voit les fournisseurs, la moisson, les récoltes, les saisons, les travailleurs, la législation locale. Et une fois qu'on est rodé, on augmente sa capacité de production, ainsi de suite. Donc, entreprenons, mais intelligemment et avec prudence. Soyons quand même prudents, même si Dieu vous a donné le sceau de validation qu'il est avec vous, cela ne vous empêche pas d'être prudent pour découvrir, se développer, avoir confiance dans son environnement. Et c'est important d'être sur le terrain. Des fois, on a peur d'entreprendre là où on se dit, voilà. Des fois, on est mal renseigné. Je crois que si on prie bien et que Dieu nous convainc de commencer là où on est, au lieu de se dire, voilà, je vais attendre d'aller en Afrique. Et aller en Afrique, des fois, c'est compliqué parce qu'on a déjà une vie ici, on a une famille, il faut s'organiser et ça prend du temps. Eh bien, commence là où tu es. Si tu te renseignes bien, il y a tellement d'organisations, il y a de l'aide, il y a des formations. Et je crois que si tu te renseignes bien, tu peux être bien guidé, bien
et bien commencer quelque chose en tout cas. Effectivement, donc ça c'est... N'hésitez pas à demander de l'aide. Je pense que ça, ça reste indispensable. On ne travaille pas seul. Il y a des mentors. Ça veut dire ceux qui sont dans ce domaine-là, qui ont déjà commencé à travailler. Vous pouvez les approcher, voir comment ils fonctionnent. Ça va vous mettre à l'aise pour commencer à travailler et à commencer. Et si c'est en Afrique que vous devez y aller, bon, doucement, doucement, hein, vous allez y arriver. Okay. Tu as parlé des formations. Et quelqu'un qui est un chrétien, disait que on est des fois mieux formé, souvent, à l'église. Parce que des fois, il y a des gens qui n'ont pas fait des formations ailleurs, mais qui font peut-être l'administration à l'église, qui font le protocole à l'église, qui font l'accueil à l'église, qui font différents ministères, différents services pendant des années, et la personne se perfectionne dans ça. Et quand la personne va se lancer maintenant en dehors de l'église dans une activité, eh ben, ça sera facile parce que la personne aura déjà de l'expérience. Effectivement. Il y a plusieurs types de formations. Donc, il y a les formations par l'expérience, formation empirique, entre guillemets. En faisant, on apprend à faire quelque chose. Nous sommes devant une caméra. Ceux qui ont installé ces caméras-là, eh ben, ils ont appris au fur et à mesure. Ça ne veut pas dire que nécessairement ils ont fait une école d'audiovisuel, mais c'est en se formant qu'on se perfectionne. Et dans nos églises, on a vraiment des gens qui, au fil des ans, se sont perfectionnés, même en matière de musique. Il y a des gens qui sont devenus des grands musiciens en partant de l'église. Ça veut dire qu'en se perfectionnant, en travaillant, on développe les capacités. Ça, c'est aussi un type de formation gratuite. Ça, c'est gratuit. L'église donne, c'est un terrain d'apprentissage. Alors, il faut profiter. Hein. Vraiment, entre dans un service à l'église, on ne sait jamais. On ne sait jamais où ça peut emmener. Il y a des gens aujourd'hui que je connais personnellement qui travaillent au sein du protocole des différents hommes d'État ou des grands hommes du monde, mais ils ont été avec nous dans le service d'ordre de l'église. Ils ont fait le protocole. Ils ont appris. Et ça rentre dans le CV. Et ça rentre dans le CV. Et ils ont développé ces capacités au point que là où ils sont aujourd'hui, c'est devenu leur métier. Ça veut dire que l'église est un terrain d'apprentissage extraordinaire. Donc ne négligez rien. Toute activité que vous pouvez faire à l'église, vous le faites. Et vous allez moissonner aussi d'une façon exceptionnelle. Amen, amen. En tout cas, merci beaucoup. Quel est le dernier mot? Qu'est-ce que tu peux nous dire encore? C'est déjà fini. Pour terminer. Ça passe vite quand même. Hein. Donc, il y a beaucoup de... J'ai tellement de mots à donner. Mais je voudrais terminer plutôt par un encouragement personnel. Moi, c'est comment moi je me suis d'abord lancé dans l'entrepreneuriat. Je pense que c'est un témoignage qui peut aider l'une ou l'autre personne. C'est que j'étais employé. À un moment donné, je trouvais que je tournais en rond. J'avais plus de challenge. Ça, c'est très important. Ce sont des éléments qui peuvent aider en se disant, mais je ne me sens plus challengé. Je sens que j'ai des capacités, mais toutes mes capacités ne sont pas mises à contribution. Je me suis dit, je vais changer d'employeur. J'ai changé d'employeur, ça allait un peu mieux. J'ai fait, mais tiens, j'ai mes autres capacités qui se développent et je gagne un peu mieux. Je me suis dit, mais tiens, je devrais continuer de cette façon-là. Et un jour, je vais voir mon chef. Cette année-là, j'avais travaillé de manière exceptionnelle. Cette année-là, j'ai performé comme pas possible. Je suis allé voir mon chef. Je lui ai dit, mais il faut me donner une bonne augmentation. Hein, parce qu'avec le travail que j'ai fait, même les clients disaient, non, vraiment, Paty, on est très content de lui. J'étais consultant interne. Il m'a dit, non, Paty, c'est très bien. Vraiment, c'est un travail impeccable. J'ai dit, mais chef, tu entends, il faut augmenter. J'ai dit, vraiment, augmentez-moi. Mais mon chef dit, non, tu vois la conjoncture, c'est très compliqué vraiment. On a une enveloppe budgétaire très limitée. J'ai dit, bon, ça va. Achetez-moi une nouvelle voiture de service. Je veux passer dans une gamme supérieure. Je voulais en plus ma famille venait de grandir, je voulais une Audi A4. Je voulais une Audi A4 avec un coffre où je peux mettre la poussette parce que le bébé allait arrêter. Mon chef m'a dit non, même ça c'est compliqué. C'est compliqué. Malchance pour lui. Les clients ont envoyé un email en disant nous sommes prêts à payer autant pour avoir Paty
Wow. Oh là là. Quand j'ai Wow. vu ça, j'ai dit, chef, tu vois, Mhm. ça, c'est ce qu'ils sont prêts à payer pour que je travaille avec eux. Mhm. Et toi, tu refuses. Mhm. Tu sais quoi? Moi, je vais partir pour avoir cet argent. Wow. Comment tu me fais ça? J'ai dit, mais oui. Et je suis parti. Il pensait que c'était de la blague. 2-3 semaines après, il m'appelle et me dit, mais reviens, on va négocier. Mhm. Dis-moi ton prix. Et je dis, Wow. oh là 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 là. J'ai dit, Aïe. mais tu vois, Mhm. je t'avais dit que j'étais bon. Mhm. Tu n'as pas accepté. Maintenant, c'est trop tard. Je me suis déjà lancé tout seul. Je me gère tout seul comme un indépendant et je gagne très bien. Et c'est comme ça que moi, je me suis lancé. Tout ça pour dire que parfois, il faut être souple pour lire les indicateurs. Quand on n'est pas à l'aise, peut-être qu'il faut changer. Et deuxièmement, ne jamais se sous-estimer. Ce qu'on a, c'est un trésor. Tu penses que tu as qu'une petite fiole d'huile, c'est un trésor. Oui. C'est quand j'ai sauté que j'ai vu, ah, mais j'ai des compétences à faire valoir. Donc Oui. vous de même, ne négligez pas ce que vous avez en vous. Si vous avez des compétences, lancez-vous. Commencez. Vous allez voir comment les gens apprécient ce que vous faites. C'est vrai, l'idée, c'est très important, l'idée de changer. Et de ne pas rester toujours dans son confort, se dire, voilà. La femme, hein, la veuve, elle aurait pu dire, ah non, laisse seulement, je n'ai rien. Qu'est-ce que je vais... Je reste seulement comme ça, je vais mourir avec mes enfants. Mais non, elle s'est dit, bon, je prends le risque d'essayer, en fait. Ouais. Donc, des fois, il faut prendre le risque. Hein. Bon, et puis, une chose en marchant avec le Seigneur que j'ai commencé à découvrir, c'est que parfois, quand on n'écoute pas, Dieu va provoquer des crises Oui, qui vont nous pousser à avancer. oui. Peut-être que si Joseph avait compris de lui-même qu'il est appelé à une grandeur ailleurs, il serait parti. Mais Dieu a dû provoquer des crises pour l'emmener là où il devait aller. Oui. Parfois, les moments de crise que nous voyons dans nos vies, la dame ici a perdu son mari, crise financière, eh ben, elle s'est découverte entrepreneuse en huile. Elle est devenue grande commerçante d'huile. Et pourtant, c'est le veuvage et la crise financière qui l'a emmenée là-bas. Je ne sais pas pour vous, quelles sont les crises que vous traversez. Peut-être que vous faites face à une crise financière. C'est peut-être Dieu qui vous pousse à la porte en disant maintenant, c'est le temps pour toi de te lancer. Parce que je sais qu'il y a certaines personnes, si le danger n'est pas là, ils ne commencent pas. Non, non. Il faut qu'ils soient en danger, qu'ils soient stressés. Mais n'attendons pas quand même d'être en danger pour commencer. Soyons simplement souples. Oui, très important, très, très important. Eh bien, c'est bientôt fini. Ushaori, vraiment. On a vraiment envie de parler encore, de rester parler. En tout cas, merci beaucoup, Patty. Merci beaucoup, en tout cas, de nous avoir éclairés. Hein. J'espère que nos amis sont quand même un peu éclairés sur le sujet, l'entrepreneuriat. Donc, comme tu l'as entendu, hein, lance-toi. Lance-toi, prie et lance-toi. Dieu est avec toi. Dieu est avec toi. C'est vraiment important d'utiliser les talents qu'on a. Ce n'est pas pour rien. Chacun de nous a un talent. Qui que tu sois, tu as quelque chose en toi. Même si c'est tellement petit, c'est invisible, ça paraît invisible, mais il y a quelque chose en toi que tu dois développer. Et avec l'aide de Dieu, tu y arriveras. Alors, Patty, nous allons prier. Yes. Ok. Nous allons prier. Nous allons recommander toutes ces personnes qui ont la vision, mais qui ne savent pas par où commencer. Ou ceux qui ont déjà commencé, mais qui ne voient pas la fin. Ça n'aboutit pas, ça marche pas, ça n'évolue pas et la personne se pose mille et une questions. Nous allons prier pour cette personne qui a peur de s'engager, qui attend toujours, qui attend. Voilà, nous allons prier. Éternel notre Dieu, nous te rendons grâce et nous te bénissons. Nous te disons merci, Jésus. Seigneur, parce que tu nous as appelés, Seigneur, à pouvoir, Seigneur, nous développer. Tu nous as appelés, Seigneur, à pouvoir gérer, à pouvoir dominer, Seigneur, à pouvoir, Seigneur, ô Dieu de gloire, faire des grandes choses sur cette terre. Et tu as mis en chacun de nous
des talents, des dons, Seigneur notre Dieu. Oh Jésus, je viens recommander ces personnes, Seigneur, ces personnes qui ont cette vision de l'entrepreneuriat, mais qui ne savent pas par où commencer. Je viens te recommander cette personne, Seigneur, qui a déjà commencé une activité, mais qui s'est arrêtée en chemin, qui ne sait plus avancer à cause des situations, à cause des problèmes. Seigneur, je viens te recommander, Seigneur, cette personne, oh Dieu de gloire, qui ne sait pas comment faire. Seigneur, qui est troublée, qui est confuse. Seigneur, manifeste-toi. Manifeste-toi, ô Dieu de gloire. Nous avons parlé de tellement de facteurs, de tellement de stratégies, Seigneur, pour entreprendre. Mais toi, Saint-Esprit de Dieu, tu es le meilleur coach. Tu es le meilleur maître. Tu es le meilleur professeur. Nous prions, Seigneur, que tu viennes toucher chaque personne, Seigneur. Que tu viennes toucher parce que chaque personne est appelée à entreprendre, ô Dieu de gloire. Touche, Seigneur notre Dieu, perfectionne ton œuvre en chacun de nous. Nous prions, ô Dieu de gloire, que tu puisses façonner, Seigneur, les caractères, que tu puisses donner, Seigneur, un esprit Seigneur, la personne soit déterminée, que la personne soit disciplinée, que la personne soit forte, Seigneur notre Dieu. Manifeste-toi dans la vie d'un chacun de nous, ô Dieu de gloire. Seigneur, fais avancer l'œuvre que tu as donnée à chacun de nous. Manifeste-toi, ô Dieu de gloire. Manifeste-toi, Seigneur de nos vies. Agis, Seigneur, dans les cœurs. Agis dans les vies, ô Yahweh, notre Dieu. Que nous soyons des modèles, que nous soyons des exemples, Seigneur, notre Dieu. Parce que tu nous as appelés, Seigneur, notre Dieu, à faire du bien autour de nous, Seigneur. Nous n'entreprenons pas seulement pour l'argent, mais nous entreprenons, ô Dieu de gloire, Seigneur, pour d'abord obéir, Seigneur, t'obéir à toi et pour vivre heureux sur cette terre. Oh Dieu de gloire, manifeste-toi. C'est au nom de Jésus que nous avons Jésus-Christ. Amen, amen, amen. En tout cas, merci beaucoup, Patty, merci beaucoup. Alors, Patty a écrit des livres. Donc, vous voyez, c'est vraiment c'est un savant. C'est un savant. Il a écrit tellement de livres. Je vais le laisser lui-même présenter ses livres, ses ouvrages. Voilà. Donc, mon premier livre s'intitule « Travailler, principe d'une vie professionnelle, efficace et épanouie ». Vous pouvez vous le trouver en librairie. Il parle vraiment d'un des sujets que nous avons abordés aujourd'hui, c'est le travail. C'est-à-dire que la façon dont Dieu veut fonctionner avec nous, c'est que nous soyons des travailleurs, mais surtout que le travail est une adoration. Que quand on est dans cette dimension du travail, il faut voir ça comme une adoration. Ce n'est pas juste un moyen pour gagner de l'argent, mais c'est vraiment une adoration qu'on offre à Dieu. Le second livre, c'est la force intérieure, c'est la plénitude de l'esprit pour faire face à l'adversité. Ça nous permet de nous lever et d'affronter les difficultés. Pour un entrepreneur, laissez-moi vous dire, les difficultés seront toujours sur votre route. Mais vous avez les capacités qu'il faut pour les affronter. Et le Saint-Esprit est la personne qui nous aide à traverser les tempêtes. Quand vous devez vous retrouver devant le juge, devant le fisc, vous n'allez pas trembler. Même si vous tremblez un peu, l'Esprit est là pour vous fortifier, pour vous permettre d'avancer. Le troisième livre s'intitule « Quelle Église pour une théologie politique ?» C'est vraiment un livre où j'ai écrit en pensant beaucoup sur l'Afrique, en disant comment nous prions beaucoup, nous avons très peu de résultats. Nous devons modifier notre façon de vivre l'évangile. L'évangile doit transformer le milieu social. Et enfin, le quatrième livre, bon, pas enfin, le quatrième livre, c'est... Ça continue. Hein. Ça continue. Le quatrième livre, c'est Libérer pour servir Christ. C'est même la vocation de tout chrétien. C'est que Dieu nous délivre pour que nous soyons ses serviteurs. Servir Dieu et servir les hommes. Et enfin, le dernier livre qui vient d'être imprimé pour l'instant, c'est Le bonheur et la grâce m'accompagneront. C'est une méditation sur la bonté, la faveur de Dieu qui nous accompagne. On est au mois de juillet. Le mois de la grâce, oui ou non? Ah oui. C'est le mois de la grâce. Avant celui-là, vous devez l'avoir. Et vous comprendrez que le bonheur et la grâce nous accompagnent tous les jours. Tous les jours. Mais pour ça, il y a des éléments que le psaume 23 nous enseigne pour que cette bonté, cette grâce soit toujours activée. Voilà. Vous
pouvez vous procurer ces livres sur Internet. Et Ah oui, en tout cas, félicitations Patty. Amen. Félicitations, nous te souhaitons vraiment beaucoup de succès. Amen. Vraiment que la grâce de Dieu coule encore, abonde encore sur ta vie et sur ta Merci famille. beaucoup. En tout cas, pour nous, je vous souhaite vraiment une très bonne semaine et à la semaine prochaine. Bonnes vacances, bonnes vacances. Que Dieu vous bénisse.